Je viens de recevoir à l'instant ce vocal de Natou qui a tranché la question. Puisqu'effectivement, je demandais à Alexandre, qui est l'invité de cette nouvelle émission de la Pause M, quel était son avis sur le titre provisoire que je proposais. Le vidéaste de Natou changé à tout jamais par la découverte du monde. Parce qu'on a parlé beaucoup de voyage dans l'émission. Et je reçois ce vocal à la place. Moi, je propose un titre. Il a la chance d'être le vidéaste de l'incroyable Natou, qui est super belle. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas meilleur titre. Alors sur ce, bonne émission. Il faudrait que tu mettes ton petit micro correctement et tout. Si tu veux, je peux te le placer. Dis-moi. Ah ouais, moi je suis chaud, dis-moi. En plus, j'enregistre en 32 bits, alors autant te dire que je peux t'augmenter le volume comme tu veux. Et c'est que j'ai jamais enregistré le podcast en 32 bits. Mais d'habitude, c'est combien de bits? 24. Je m'arrête à 24 d'habitude. 32, c'est... Ça commence à faire beaucoup. Hein. Mais tu sais que par contre, 0,1, je sais pas quelle est la différence. Tu peux mieux traiter le son? Ah, en fait, tu peux pas saturer en 32 bits. Ah ouais? Impossible. Genre là, je crie, ça sature pas? Non. Bah, essaye. Non, On te met au défi. Il est fou. Il est fou. Donc là, ça n'a pas saturé. Il est très fort. Ça n'a pas, J'ai eu très peur. Ça n'a pas saturé. J'ai vraiment fait un bon premier degré. C'est très drôle de commencer en technique parce qu'évidemment, tu es vidéaste. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, nous. Parce que nous, on s'est rencontrés sur Fantalexio en 2018. Ah oui. Chose que tout le monde a oublié. Moi, c'est quand même très drôle parce que comparé à toi, la rencontre est beaucoup plus improbable. Et toi, oui, ta rencontre, elle est à mourir de rire. Faut que je vous en parle. Cet homme m'invite à la crémaillère de 7 personnes. Sauf que, imaginez, on vous invite à une crémaillère où vous ne connaissez personne. Donc, t'as au moins envie d'arriver avec ton pote, quoi. Et bah, je me pointe à la crémaillère. Je suis tout seul. Je ne connais personne. Et cet homme me dit, ah bah, je vais avoir 3 heures de retard. Oui. Donc, bon après, moi ça me dérange pas. Ouais, très belle rencontre en plus, c'était trop cool, c'est très marrant. Très drôle. Mais c'était marrant parce que quand tu regardes, tu fais bah t'es qui? Je fais bah je suis personne. Tu sais, mais moi on me demande qui c'est, bah je comme vous, je sais pas. Mais du coup, c'était très marrant. Très drôle, Ouais. très drôle. On a créé 5 tisanes originales. On peut retrouver brouillard cérébral. Et ensuite, il y a rêve lucide, nuit blanche, coup de barre et repos éternel. C'est un dégradé de puissance d'énergie. Et de composition originale, bien entendu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le plus fort, le plus énergique, ça va être nuit blanche. En revanche, le plus énergivore, celui qui va bouffer, te sucer jusqu'à la moelle ton énergie, ça va être repos éternel, qui va éteindre tes voies Sachant que intérieures. repos éternel, pour te dire, l'étape d'après, c'est de la drogue. C'est la drogue. C'est illégal. C'est... Voilà, Ah ouais? Ouais. Bien sûr. Sédatif. Moi, je suis pas là-dedans, moi. Moi, franchement, les gars, j'ai envie de vous suivre. Est-ce qu'il y a un goût que vous aimez bien? Moi, je suis très goût, en fait. Après, les effets, si ça me fait bander ou quoi, c'est pas... En fait, je t'avoue que moi, personnellement, nuit blanche, c'est vraiment pour l'effet. Après, dans mes goûts préf, coup de barre, elle est très bonne. Et brouillard cérébral aussi. Ouais, moi, je dirais coup de barre et brouillard cérébral en termes de saveur. Ce que je voulais aborder comme sujet, avec toi particulièrement, j'ai l'impression que tu bouges beaucoup, où tu bosses avec Ludoc, Natou, etc. T'es toujours en déplacement. Toujours dans le train, j'imagine. Là, t'as voyagé il y a pas longtemps pour faire encore un tour de 7 pays. Ouais, 7 pays, ouais. Ouais. Est-ce que ce truc-là de nomade, c'est un truc qui te stimule particulièrement? Genre le fait de bouger beaucoup, d'être en déplacement, de découvrir la vie, je sais pas. De ouf. Bah, en fait, je pense que de base, pas forcément. Et à force de voyager, t'en redemandes en vrai. Le voyage, c'est un peu une drogue. On a tellement une planète à découvrir, tu vois. Moi, ça me rend fou de savoir qu'il y a un nombre de gens sur Terre qui n'ont pas bougé. Attends, j'ai une petite nuance à faire. Je sais pas si on a un monde à découvrir. En revanche, découvrir le monde, c'est passionnant. Dans le sens, le monde n'est pas un cadeau à découvrir, tu vois. On n'a pas une mission découvrir le monde. Faut pas faire tous les pays, tu vois. Non, mais c'est trop dommage de se dire que tu peux t'arrêter à ton chez toi. Il y a plein de gens qui vivent leur vie dans un petit bled de France et qui prennent l'entreprise du daron et qui finissent leur vie comme ça. Sûr. Et en fait, ils ont pas vu ailleurs. Donc pour eux, leur vie a été géniale et tout. Après, je pense pas que ce soit un manque de curiosité. Après, je sais que moi, mon propre père, il aime pas bouger. Tu vois, mais moi, c'est pas. Je lui dirais, je t'offre des billets pour New York, il me dirait, bon, non, la Meurthe-et-Moselle, c'est très bien. Je ferais, bah, ok, coûte moins cher en plus, c'est nickel, Mais c'est vrai que c'est passionnant et tu vois, j'ai pu pas mal voyager à travers les projets, que ce soit à l'Islande, la Finlande qu'on a fait et tout. Et c'est hyper stimulant. C'est des cadres différents, des cultures différentes. Je pense que pour des gens comme nous, c'est du renouveau en fait, tu vois. C'est de la découverte, la curiosité. Moi, la plus grosse claque que j'ai pris, j'étais très jeune, mais c'était à 8 ans, je suis au Sénégal. Mec, c'est comme si je changeais de planète, tu vois. C'est vraiment choc des cultures, choc de tout, religion, tradition, tout. Il y a un village, il y a une télé chez le chef du village et tout le monde vient se réunir, tu vois. Et quand j'y pense, j'avais 8 ans, donc on n'était pas dans le même monde axé sur la technologie qu'aujourd'hui. Mais quand tu y repenses, c'est un truc de fou. Mais quand t'es loin et que tu changes culturellement, c'est assez fou. Le Pérou, j'ai pris une claque de malade. Et tu te rends compte de la pauvreté. Et je sais pas, il y a tellement de choses à dire, mais qui sont différents. Par exemple, là où il y a le lac Titicaca, tu dois passer avant pour y aller dans une ville qui s'appelle Puno. Et Puno, c'est pauvre. Genre pauvre, tu vois. Et en fait, quand t'arrives là-bas,
je sais pas pourquoi il y a cet aspect où tu te sens pas en sécurité en fait quand tu marches dans les rues. Parce que tout est cassé et tout. Du coup, t'as l'impression que t'es au quartier, genre, je sais. C'est la même chose en Crète. Ouais. Avec toutes les maisons pas finies et tout. Voilà, c'est ça. T'as l'impression que t'es dans un quartier et qu'il va t'arriver un truc de fou, alors qu'en fait, bah là-bas, c'est juste comme ça. En plus, on arrive donc pour prendre après le bateau pour aller sur le lac Titicaca. On arrive dans une sorte un endroit trop bizarre, une sorte d'appartement, mais il y a rien dedans. Ultra grand. En fait, sinon, c'est une énorme pièce avec une baie vitrée. Le sol est sale, les toilettes sont ignobles. Et t'as une personne qui, on dirait, c'est une personne lambda qui est arrivée, qui est en fait un office de tourisme. Enfin, c'est un guide en fait. C'est notre guide qui va nous accompagner jusqu'au bateau. Il est tout seul, mais t'as l'impression que c'est un traquenard. T'as l'impression qu'on va t'emmener dans un endroit hyper chelou. En fait, le mec est trop gentil et tout. Et c'est juste, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de moyens et tout. En vrai, tu sors du voyage parce que du coup, on a fait plein de trucs. On a fini par le lac Titicaca qui est émotionnellement très fort, je trouve. Mais c'est vrai que quand tu sors d'un voyage comme ça, tu te rends compte. Mais c'est très banal ce que je dis. C'est souvent ce que disent les gens. Mais quand tu voyages, tu te rends compte de la chance que t'as aussi. D'être européen en fait. D'être européen, français. Hein, en vrai français. Parce qu'on a quand même beaucoup d'avantages et tout. Mais c'est hyper classique ce que je dis, mais c'est vrai quoi. Parce que je pense que si t'as le voyage touristique et le voyage d'expérience, c'est pas la même du tout. Genre quand tu me dis je pars à Ibiza 2 semaines au bord d'une plage, bon, c'est des vacances, tu vois, c'est pas du voyage. Oui, il y a vois, différentes façons de voyager. Où il y a peu de personnes qui voyagent vraiment, tu vois. Il y a beaucoup de vacanciers aussi, surtout, tu vois. Et je pense que t'as des destinations comme ça qui te donnent envie de rester. Je pense que le Pérou, c'est tellement loin de ce qu'on a nous. L'Amérique du Sud, déjà, là, on était dans des endroits touristiques, mais le Pérou, comme beaucoup d'endroits en Amérique du Sud, faut pas aller à certains endroits, tu vois. Dès que tu sors des zones touristiques, c'est compliqué. Là où en Europe, je pense que ça m'est arrivé plusieurs fois, parce qu'on est quand même proche de ce qu'on connaît en France. Enfin, tu restes en Europe, le système est le même. C'est juste le mood de la ville ou des trucs comme ça qui te font ressentir le fait de vouloir rester. Budapest, moi, Budapest, mec... Ah ouais? Je pas surkiffé. Je sais pas si je pourrais y vivre, mais à un moment donné, alors que en ce moment, tout va bien dans la vie. J'ai un taf très stable, je suis à Paris, c'est cool. Et à un moment donné, je me suis dit, en vrai, restez là. Non, en vrai, c'est incroyable. Mais je pense que après, voilà, les voyages aussi, faut se dire, c'est des moments intenses. Y vivre, c'est souvent très différent aussi. Hein. Tu fais pas partie du fonctionnement de la ville. Ouais, exactement. T'es avec tes codes à toi encore. Mais tu vois, la Finlande, sachant qu'on va bientôt retourner en Finlande normalement là. C'est génial. Nous, c'est un break dans le rythme parisien hyper rapide, fast life, boulot. C'est la paix là-bas. Mais ils vivent toute l'année. Mais en fait, je pourrais pas. Je veux pas du tout. C'est en plus, t'as le truc de la nuit. Franchement, à 15h, il fait nuit. Ouais. Tu vois, nous, en tant que bon français qui fait une grasse mat jusqu'à 11h, bah, tu te lèves, il est à 4 heures de jour. 4-5 heures. Même pas. Moi, je sais pas. Franchement, j'étais angoissé du fait de rentrer. Je voulais rester. Ah ouais? Ah ouais. En Finlande? Ah ouais, je voulais rester, moi. Oui, le cadre était très cool. Sauna au feu de bois, t'as le petit ponton sur le lac. C'était un petit chalet au milieu d'une forêt. Incroyable. C'était vraiment une dinguerie, quoi. Et tous les matins, je me réveillais avec les arbres de la forêt et derrière, je voyais le lac qui était à 5 mètres derrière. Ah, c'était trop stylé, quoi. Mais ça, je pense que tu t'en lasses pas, en vrai. Non. Et tous les gens qui habitent dans la nature comme ça, ils s'en lassent pas et c'est ce qu'ils disent. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'en Finlande, j'ai angoissé. J'ai pas dormi la veille du départ. J'étais trop stressé du fait de rentrer, reprendre le rythme, la pression, enfin tout. J'ai trop stressé. Par contre, l'Islande, où j'avais les mêmes trucs, tu vois, je partais en vacances, machin, je savais que j'allais rentrer et tout. Enfin, tu voulais manger aussi peut-être. Non, même pas. Franchement, j'ai adoré le fait de pas manger. C'est que là, t'as vécu de voyages très différents. La Finlande, c'était chill, tu vois, c'était des vacances. Là, t'étais parti en mode aventure un peu aussi, quoi. C'était le kangou. Non, mais non, c'est pas ça. J'adore l'aventure. C'est qu'il y avait pas d'arbres. je voulais rentrer. C'est vrai qu'en Finlande, on manquait pas d'arbres, ça c'est sûr. Finlande, si tu veux savoir, c'est vraiment genre de la terre, de la flotte, de la terre, de la flotte, et des arbres partout. Que des arbres, que ça. Et c'est plat. Tout ce qui est Norvège, Suède, Finlande, là, c'est une dinguerie, hein, je pense. Et ouais, j'aime bien sur le paysage, mais je rêve de faire Montréal. Là, je pars bientôt à Montréal pour le travail. Là, ensuite, j'enchaîne directement avec Madrid. Je fais Montréal-Madrid. Et 2 semaines après, on va en Finlande. En Finlande. Ok, donc vous y retournez. Ouais, même endroit. Ah ouais? Tout pareil. En mode vacances ou en mode... Ouais, pareil. 10 jours calme. Déconnexion totale. Mais vacances en mode... Je pense qu'on va quand même aller aux alentours, voir ce qui se passe et tout, mais c'est une déconnexion totale. Quand t'es dans des milieux comme ça, où genre même juste habiter à Paris, et que t'as un train de vie, ça fait trop du bien de déconnecter à balle, genre vraiment. Mais en fait, là-bas, tu sais, ce qui nous manque le plus, enfin moi je parle pour moi en tout cas, hein, mais mec, il y avait un silence. C'est-à-dire que quand on sortait sur le ponton dehors, c'était vraiment le néant. Il y avait tellement peu de bruit que t'entendais le battement de ton cœur. Ton corps. En fait, t'entendais vraiment le bruit de ton oreille interne, tu vois. T'entendais ton corps fonctionner. C'est vrai, quand
On arrive à Paris, mec, klaxonne, ça gueule. Et en fait, j'ai jamais été aussi sensible au bruit qu'au retour, tu vois, en disant ah oui, en fait, on est pollué, mais un level, c'était terrifiant. Ah, mais Paris, beaucoup, vraiment. Ouais, vraiment. Mais pour moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué que le fait de partir en voyage, d'être un peu nomade et tout, mais c'est même juste en France, tu vois, le côté nomade, moi, ça s'est déclenché à Fanta XU. Parce que avant, j'étais dans ma ville avec mes darons, dans ma maison et tout, en tant qu'indépendant, etc. Et pendant cette année-là de concours Fanta, on a fait un an d'hôtel 5 étoiles. Mais bon, c'est pas ça la question. On a fait nomade, c'est bien en vrai. On a fait un an d'hôtel, tu vois, on faisait que ça, partir au château, on revenait et tout. Ouais. Et j'ai adoré ce truc-là. Le fait de jamais rentrer vraiment chez moi, de toujours être en déplacement, de toujours être quelque part. J'adorais ce truc-là, d'être toujours en mouvement de ville en ville. J'avais adoré ce truc-là. Après, on avait les bonnes conditions, comme on dit, pour le faire. C'était incroyable. Bien sûr. Mais tu vois, quand je suis rentré directement après chez mes parents, plus rien d'un coup. T'es en mode là, je dois partir là. En fait. Ah ouais, là, mais je dois peux faire pas là. autre chose. Ouais, je comprends de ouf. Et pendant les quelques années qui ont suivi, j'ai commencé à bosser pour McFly Carletto ici par des missions, des petits trucs et tout. Et j'ai commencé à vivre dans le train plus qu'autre chose. Je vivais vraiment, je dormais plus dans le train que dans mon lit. Vraiment, c'était ouf comme truc. Et j'ai perdu ce côté-là un peu nomade maintenant. Et quand je reprends le train pour faire des tournages à droite à gauche, je suis en mode re-kiff. Ça m'a un peu manqué. Bah tu vois, ouais, genre. mec. J'avoue que moi aussi, côté parisien, c'est pas. Je sais que j'y suis pour le travail. Honnêtement, j'aime pas trop Paris, moi. Genre, Ouais, non, genre j'y suis vraiment que pour le taf. L'année dernière, enfin non, il y a 2 ans, avec ma boîte, j'étais à Montpellier. Et en fait, tous nos prestats étaient sur Paris. Donc le train, c'était peut-être 3 fois par semaine, des fois pour des tournages et tout. Franchement, moi, je kiffe le train. Mais mec, les gars, c'est un bureau qui se déplace. Ah oui, pour moi, mais c'est le genre, train, je c'est peux le incroyable. brancher, il y a la Wi-Fi, mec. Enfin, TGV Max. Forcément, tu connais. Oui, ça, pour expliquer, c'est un forfait que tu payes tous les mois et tous les trains éligibles sont gratuits. Et pour rebondir par rapport à ça, c'est que justement, là, cet abonnement-là, si je l'avais pas eu, je fais pas de la pub pour la SNCF, mais si je l'avais pas eu, je pense sincèrement pas que je serais ici aujourd'hui avec ce podcast-là dans le studio. Parce que ce truc-là m'a permis de venir à Paris régulièrement. Tout le temps d'ailleurs, toutes les semaines, d'être sur les projets, d'être disponible. Tu vois, des fois on m'appelait et j'étais en mode oui, je suis dispo demain. J'étais en mode oh putain, j'espère qu'il y a des trains disponibles et tout. Et vraiment, je me levais à 5h du mat pour aller sur le projet et tout, mais si j'étais pas disponible, jamais ils m'auraient appelé. Jamais j'aurais pu créer de lien avec la prod. Et le fait d'être disponible et d'avoir cette possibilité de me déplacer, ça a tout changé quoi. Mais bon, c'était le prix à payer pour être libre, quoi. Bien être sûr. Libre d'essayer de concrétiser un peu tes rêves. Et... Surtout qu'au départ, si t'es pas dispo, tu fais rien. Ah bah non. Il faut être dispo, tu rates un truc, c'est mort. Tu dis non une fois, 2 fois, et puis après on t'appelle plus, tu vois. Et c'est pour ça que je suis venu à Paris, c'est qu'en fait, t'es obligé de passer à Paris pour rejoindre une autre ville. Et donc c'était plus simple d'être directement à Paris, quoi. Et c'est ce que je voulais dire, c'était que c'était même pas tellement le fait de voyager, le côté nomade qui me plaisait après Fanta XU, etc. C'est que même des fois on me pose la question, genre, tu voudrais habiter où plus tard? Aucune idée. Je sais pas. Et je suis là en mode, s'il y a une ville à choisir, je me verrais pas emménager dans une ville et rester pendant 20 ans, tu vois. J'ai envie d'aller à trop d'endroits pour rester vivre quelque part. Parce que Paris, no way. C'est pour ça, moi, j'ai dit aux gars, parce qu'on va partir, du coup, on part à Montréal bientôt. Il y a un monde où je rentre pas. Je vais à Montréal et je reste à Montréal, quoi. Pour le coup, je pense que c'est le meilleur juste milieu entre cadre de vie cool, gens cool, nature cool. Enfin, il y a un truc, il y a des saisons encore. Tu sais que le pire, c'est que moi, je sais qu'il y a un moment, enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, j'aurais pas le choix, parce que si je veux des enfants et machin, il faut que j'ai une situation stable, un cadre. Tu vois, je peux pas mettre mes gamins dans le train tous les jours. Non, mais c'est sûr. À un moment, il faudra se poser la question. Je sais pas si toi, tu veux des enfants d'ailleurs ou pas, mais. C'est trop dur. Moi, je suis incapable de prédire. Non, mais sans parler de prédire, non, mais sans prédire, mais juste d'envie et tout. Même envie, je sais pas. Là, à l'heure actuelle, c'est impensable. Moi, je sais que je me vois pas ne pas être papa. C'est impossible. Ah ouais? Je suis fait pour être papa. Je le ressens comme au plus profond de moi. Ok, mais ça, tu vois, j'ai pas. Ouais. Mais je comprends. Ouais, ça, c'est fou. Moi, j'ai pas du tout ce ressenti-là. Alors, je peux pas te dire. T'as jamais ambitionné, fait de te dire, genre, j'aimerais bien avoir des enfants, machin. Non, je te jure que non. Genre, mais y a pas de mal à ça, hein, t'inquiète pas. Non, mais non, mais en fait, c'est pas un truc. Mais... c'est pas un truc en fait, je me dis, j'ai pas envie d'être papa, pas du tout. Mais genre là, ça ne me vient même pas, tu vois. Non, c'est sûr. C'est vrai que moi je te dis ça par rapport aux enfants, mais c'est que moi j'ai le BAFA. Donc j'ai beaucoup bossé avec des enfants, tu vois. Et en vrai, j'ai fait déjà un stage de qu'est-ce que ça fait d'être quelqu'un d'adulte responsable qui gère des enfants. Mec, mon taf, c'est d'être un super-héros. Ouais, c'est juste trop cool. Non, mais c'est trop bien. Ouais, tu vois dans le regard des gamins le fait que t'as trop de trucs à leur transmettre, des vannes, des valeurs, enfin tout, c'est génial. Je suis d'accord. J'ai bossé aussi avec des gosses, mais sans avoir le BAFA, on fait des stages où justement tu t'animais à la récréation et tout. Ouais. J'avais fait ça pendant, je crois, 2 mois. J'avais kiffé. Hein. C'est trop J'avoue. cool. Non, mais en vrai, c'est fou. Ouais. Je trouve que même dans d'autres tafs, ça a même un lien que le fait de la transmission, tu vois. Exactement, moi, c'est ça. C'est trop cool, tu vois, le fait d'apprendre ce que t'as appris à d'autres. Et puis de toute façon, quand t'as les enfants, en fait, tu leur apprends techniquement tout ce qui fait que tu es toi à l'heure actuelle, en fait, quoi. Pour eux,
t'es pas un adulte, en mode t'es pas l'enseignant qui voit comme l'autorité, mais à la fois t'es plus grand qu'eux. Tu vois, donc ils ont ce truc où ils te respectent et ils t'écoutent beaucoup parce que t'es plus cool, t'es plus jeune. Enfin, pour un gosse, tu vois, t'es un peu jeune, t'es plus cool, donc ils ont plus peut-être une écoute avec toi et je trouve ça hyper intéressant. Tu représentes plus ce qu'ils veulent être. Voilà, exactement. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent être prof. Après, je sais pas, parce que je suis pas sûr que le fait d'être jeune, tu sois plus à l'écoute. Je pense que c'est dans ce que tu dégages aussi. Bien sûr, oui. Plein de vieux qui paraissent jeunes dans leur comportement et tout. Clairement, c'est ça. Et je pense que c'est ça surtout le plus important. Moi, je sais que j'ai beaucoup ce truc-là, même avec ma petite sœur, tu vois. Je pense que le fait que je sois jeune, juste un peu plus vieux qu'elle, tu sais que tu peux être peut-être parfois plus un exemple que tes parents. Quand soit tes frères, tes sœurs. Oui, et puis moi il y a un truc, je suis un peu fier, c'est que mon petit frère, souvent dans le trajet en voiture, tu vois, quand tu vas en vacances, etc., à chaque fois, il écoutait de la musique et il faisait du yaourt. Ça me rendait fou. Je te jure, ça me rendait fou. Et un jour, je lui ai dit, je t'interdis de chanter si tu connais pas les paroles par cœur. Et il m'a écouté premier degré, et maintenant il connaît toutes les chansons par cœur. Toi, tu l'as dit comme ça. J'ai dit comme ça parce que ça me saoulait, tu vois. Et en fait, il a vraiment prom dog fait le truc et je trouvais ça ouf. Potentiellement, il pourrait se rebeller si c'était quelqu'un d'autre qui lui dirait genre les parents. Enfin, je sais pas, pas en mode rebellé, mais moi, tu vois, il y a un peu ce truc-là. La question, après, je dis, non, mais attends, je dis ça, mais c'est très bien de faire du yaourt. Hein. Continuer à faire du yaourt. Non, parce que non, mais si tu veux composer des musiques et tout, ça commence par du yaourt. Les top lines, c'est des yaourts. Mais c'est juste que au-delà du chant, c'était plus aller au bout des choses. C'est aller au bout des choses au-delà des paroles de chansons, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je sais que moi, en son loisir, un des trucs qui m'a fait le plus kiffer, c'est que tu vois, moi, j'avais un peu un style alternatif et tout, j'ai des écarteurs, tu vois, et tout. Il y avait des petits groupes de films, tu sais, quand ça arrive vers le CM2, ça commençait un peu déjà à bitcher un peu et tout, tu vois. Et ils me regardaient, ils me disaient, mais tu sais, j'avais un t-shirt oversize comme c'est pas permis, du coup, ça faisait une robe presque, j'avais mes écarteurs, enfin, je faisais des trucs de weirdo. Bah, toi maintenant, quoi. Ouais, un peu moins quand même, là, ça va, c'est oversize, mais pas tant. Et tu sais, ils me disaient, mais ouais, mais t'es un garçon, pourquoi tu mets une robe, pourquoi t'as des boucles d'oreilles et tout. Tu sais, je disais, bah écoute, pourquoi pas. Qui t'a obligé à mettre une tenue rose aujourd'hui, tu pourrais mettre du bleu, tu pourrais faire de la boxe et tout. Et puis, tu sais, j'ai trop kiffé leur apprendre dès le plus jeune âge, tu vois, genre, mais soyez ouverts d'esprit, les gars, en fait, tu vois, y a pas les faire rentrer dans des cases, en fait, tu vois. Ouais. Et je trouve ça grave cool que des jeunes comme nous, on puisse faire ça là où, tu vois, des profs, ils peuvent pas ouvrir l'horizon des styles dans des enfants, tout ça, et tout, parce qu'il y a des parents derrière, ils veulent que ce soit. Alors que tu vois, le centre de loisirs, c'était un peu l'endroit où ils savent que nous, on est jeunes et qu'on peut se permettre des choses, tu vois. Et du coup, je sais que y a peut-être des gars ou des petites filles, tu vois, qui maintenant se comportent plus comme des mecs ou vice-versa, tu vois, et qui se sentent légitimes de le faire parce qu'ils ont dit, en fait, lui, c'est un peu un modèle, tu vois. Maintenant, je trouve qu'on nous éduque quand même beaucoup mieux là-dessus et tout, donc c'est trop bien. Et par rapport à ça, est-ce que dans les choses que tu crées, t'essaies de transmettre ces genres de messages, de trucs que tu pourrais transmettre ou pas? La vidéo, pour toi, c'est un moyen de faire quoi, en réalité? De concrétiser quoi? Bah, en vrai, moi, genre là, je parle plus d'un côté personnel, c'est-à-dire plus des vidéos que je fais pour moi. Ouais, bien sûr. J'ai jamais gagné d'argent avec, donc, et j'en fais depuis que je suis en 6ème. Ouais. Donc c'est vraiment que tu peux pas mytho, c'est de la passion, genre vraiment, tu vois. Quand tu commences, tu copies un petit peu, tu vois, genre juste tu fais rire des potes au collège, t'es content. Putain, ils ont rigolé de ta vidéo, t'en refais. En vrai, au départ, c'était beaucoup le truc de rigoler, tu vois. Et plus je grandis aussi, tu vois, plus t'as envie de transmettre plus des choses. Les intentions. Ouais, voilà, exactement. Par exemple, le voyage, je l'ai filmé parce que j'ai envie de transmettre qu'est-ce que tu ressens pendant un voyage. Et à ce moment-là, comment je me sentais, sachant que je voyage seul. Enfin, je trouvais ça intéressant dans le sens où je sais qu'il y a plein de gens qui veulent voyager seuls, par exemple, et qui savent pas comment faire. Enfin bref, vraiment, plus partager des choses comme ça. Ouais. Moi, je sais que c'était une phrase de daron un peu, ça, mon père qui me disait un jour... mais je comprends pas, tu regardes quelqu'un qui voyage, tu regardes quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, mais tu veux pas vivre l'expérience. Je me disais qu'il y a plein de gens, ils ont pas ce sens, ce goût de l'aventure, ils sont contents de voir des témoignages de personnes, en fait, tu vois, genre... Moi, ça m'emmerde perso, mais bon. Oui, mais moi aussi, parce que nous, on est acteurs de ce truc-là. Il y a des gens qui sont passifs et qui kiffent juste, tu vois. Ou alors, tu peux justement donner envie aux gens, tu vois, moi, c'est plus ça. Là, à l'heure où on tourne, Inox qui sort son documentaire sur l'Everest. Kaizen. Titanesque. Qui est bien. Qui est incroyable. Un message qui est vraiment fort, quoi, tu vois. Non, pour moi, c'est un super docu, mais il n'y a pas d'histoire. C'est un hyper beau documentaire de l'évolution d'un mec. En fait, le film, il m'a rendu heureux de voir que ce projet l'avait fait grandir, fait évoluer et tout. Mais moi, il m'a rien donné, il m'a rien transmis, il m'a rien apporté à moi. En fait, je suis juste content pour lui, que ça l'ait fait vachement évoluer et qu'il se sente plus serein dans la vie maintenant et tout. Mais pour moi, ça manquait de fond. C'était pas un film qui montre
concrétisation d'un rêve de gosse. C'est pas un rêve de gosse, c'est juste une envie qu'il a eue. Peut-être qu'il y pense depuis longtemps, mais en tout cas, c'est pas montré dans le documentaire. C'est pas un film sur quelqu'un qui veut se reconnecter à ses proches, sa famille, en partant à l'autre bout du monde, enfin pour faire un défi exceptionnel. C'est pas cette histoire-là. C'est pas l'histoire d'un mec qui veut faire changer des consciences, qui veut. Non, c'est pas un film qui fait ça. Mec. Non, c'est pas un. Non, mec de fou. Non. Pas du tout. Il en parle parce qu'il est obligé d'en parler. Parce qu'il est confronté à ce truc-là en direct. Mais il est pas parti avec l'ambition de montrer ça. Je te parle d'un film qui veut être engagé dans, je sais pas moi, la protection de l'environnement, le fait qu'il y ait trop de tourisme. Le fait, je parle de ces trucs-là. C'est pas un film qui est engagé. Ça raconte juste l'histoire d'un mec qui veut se faire plaisir en réalisant un défi un peu fou. C'est très pauvre en termes d'histoire. Ah, moi, je vois pas comme ça, mec. Et en fait, le documentaire est ouf. Et c'est très bien réalisé, c'est très bien fait, c'est très émouvant et c'est exceptionnel ce qu'il a fait. En revanche, l'intérêt en tant que documentaire est très pauvre, selon moi. Après, j'ai pas, en vrai de vrai, je regarde pas des millions de documentaires, j'ai pas non, je parle juste d'intérêt, ce que ça me provoquait comme sensation chez moi, comme émotion et tout. Moi, c'est vraiment, moi, je pense qu'il y a des, en fait, moi, le truc que je retiens, c'est genre les messages véhiculés. Et je trouve que il sait justement, il a une influence de malade. Rien que il fait une projection au cinéma, le premier message que t'as, c'est éteignez vos téléphones, tous ces trucs-là. Mais c'est très bien, c'est en super. mode profitez vraiment de l'expérience parce qu'il sait très bien que à tout moment ça crie et tout dans la salle. Il fait ça très bien et il est hyper influent. Et j'ai déjà vu des interviews des gens qui ressortent en mode bah, moi ça me donne envie de faire plein de choses et tout. Je trouve ça trop bien. Ah, mais c'est super. Et de sortir, d'arrêter un peu les écrans là où il insiste beaucoup. Moi je trouve que c'est plus ce côté-là, je trouve en mode il a bien utilisé son influence par rapport à ça. En mode il sait qu'il a beaucoup de jeunes. Et il y a ces trucs en mode bah profiter de la vie, de la vraie vie, genre moins sur les écrans et tout, que je trouve vraiment bien, tu vois. Ah mais c'est super. Mais ça arrive en conclusion parce que c'est ce qui est ressorti de son expérience. Mais l'intention de départ, il y en a pas quoi. Et donc oui, il y a plein de trucs à en ressortir derrière, mais j'étais un peu frustré, tu vois, d'un docu sur un truc comme ça, alors qu'il y a plein de potentiel. Mais c'est juste, je dis ça plus pour pousser à faire un truc plus développé pour le prochain, tu vois. Okay. En vrai, c'est génial. Il y a tellement de potentiel pour faire un truc tellement plus profond en termes d'intention, tu vois, de motivation de départ. Là, on revient à un débat d'un truc dont Raph t'a déjà parlé, c'est que par exemple sur YouTube, tu mets beaucoup trop de sens dans tout, là où des fois les gens demandent du divertissement. Bah justement, est-ce que tu peux pas faire du divertissement en ayant du fond ? C'est pas incompatible. Raph qui quand même regarde un peu ce que tu fais, tu vois, Carlito, il lui a dit quand même à maintes reprises, genre mec, ce que tu fais c'est génial, mais c'est magnifique tout ce que tu veux, mais c'est trop bien pour YouTube, tu vois. C'est que les gens, en fait, des fois, c'est pas qu'ils sont pas des attentes d'abrutis, mais c'est qu'ils demandent de divertissement plus light, tu vois. Oui, mais le truc, c'est que faire du divertissement ne veut pas dire faire moins intelligent. Et en fait, je me bats un peu contre ça. C'est que tu peux très bien faire du contenu divertissant, drôle, humoristique, tout ce que tu veux, léger, en ayant du fond. C'est pas incompatible. Sûr. Mais c'est que là, du coup, Inox, il fait un truc pour moi qui est propre et qui est cohérent avec dans l'air du temps de ce que l'on demande. Mais pour moi, c'est la première pierre pour une longue lignée de trucs. C'est juste... Pour moi, l'introduction, ça l'a fait prendre conscience de certaines choses et tout ce qu'il va faire après, je pense, sera peut-être plus engagé dans des motivations personnelles, le truc, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que là, ça l'a piqué au vif pour faire des choses plus profondes, plus engageantes. C'est trop bien, du coup. Et c'est trop bien. Et c'est pour ça que je suis trop content pour lui. Mais du coup, ce message-là que tu dis, il le transmet aux autres. Moi, c'est ça que je trouve trop bien. C'est que dans sa vidéo, il transmet ce message-là. Et moi, je l'ai ressenti comme ça. Genre, j'ai fini la séance de ciné, je me suis dit, putain, faut tellement faire des trucs, genre. Oui, faut tellement faire. Je sais pas, moi. Mais c'est une conclusion de défi. Il aurait pu faire un film de 30 minutes, il aurait eu la même conclusion, tu vois. C'est pas une intention. C'est pas une motivation. Il était pas parti en mode je vais dire aux gens d'arrêter d'aller sur les écrans pour vivre leur vie. Non, mais il s'en est rendu compte. Bien sûr, mais c'est pas une intention de départ. Et du coup, le côté voyager, rencontrer des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles cultures, etc., même si c'est que en France, fait que je sais pas vraiment m'engager dans un truc. Ouais. Si je crée un concept, je le crée de manière assez vague pour avoir la liberté de faire d'autres choses dans ce même concept. Ok. Mais j'ai peur de m'enfermer dans un truc. Et tu vois, pour moi, emménager dans une ville, se mettre en relation sérieuse avec quelqu'un, tout ce genre de choses, pour moi, c'est des engagements en fait. Et j'ai trop du mal avec ça. Parce que j'en parlais avec Carlito, justement, on était en voiture ensemble. Et il me parlait de Colombes, qui est la ville dans laquelle il habite, enfin Bois-Colombes, depuis le début. Et il me fait, regarde, la rue qui est ici, tiens, ça me rappelle quand j'étais gosse, j'allais ici avec mes potes, etc. Et je te dis, mais il a des souvenirs de plus de 30 ans dans cette ville unique. Et il a voyagé beaucoup, c'est pas le problème. Mais il adore habiter ici. Moi, je comprends. C'est important d'avoir un pied-à-terre, tu vois. Soit tu parles d'avoir une ville dans laquelle tu vas vivre. Moi, je peux plus parler d'une ville dans laquelle j'aurais un pied-à-terre, tu vois. Je serais content d'avoir un pied-à-terre dans tel endroit. Mais ça veut pas dire que tu restes bloqué, tu vois. C'est que tu sais que quand tu reviens tout le temps,
bah tu reviens là. Et bah, moi, je suis plutôt avec ce truc-là. Je suis plutôt en mode, j'aime bien avoir des pieds à terre, mais pas un endroit où vivre. Je suis grave d'accord avec toi sur ça. Là, j'ai un peu un triangle, c'est chez mes parents, un peu de là où je viens, entre guillemets. Montpellier, ma ville de cœur que je kiffe et j'ai habité 6 ans là-bas, j'adore. Et Paris. Ouais, mais tu vois, moi, la ville dans laquelle j'ai habité depuis toujours, La Baule. T'as rien. Bah, j'aime pas. Ouais. Je l'aime pas, cette ville. Après, ma ville de base, j'aime pas non plus. C'est pas dingue. Enfin, Montpellier-La Baule, moi je vais à Montpellier, tu vois. Attends, pied à terre, pourquoi pour toi, c'est un endroit que tu kiffes? On s'en fout, je demande pas un appart énorme, tu vois. En vrai, c'est juste un lit où dormir et une douche. Bah, comme ce que j'ai un pied actuellement, j'ai un pied à terre. C'est vraiment ton appart à Paris. Quoi. Ouais, j'y vais pas, y a rien, mon frigo est débranché, y a rien. Je fais juste dormir et prendre une douche. C'est tout ce que je fais dans mon appart, quoi. Et sinon, non, c'était genre avoir une cabane dans une forêt, un truc où tu viens te ressourcer pendant 2 semaines. Enfin, c'est vraiment avoir des endroits stratégiques où aller. Et donc, évidemment, des endroits où tu peux te sentir un peu bien aussi, c'est mieux. En vrai, je pense que tu veux te construire une cabane dans la diagonale du vide de la France, je pense que ça va pas te coûter cher. C'est pas une question de coûter cher ou pas, c'est qu'après, si t'as rien à y foutre, bon. Parfois, c'est juste un truc que tu ressens qui s'explique même pas, quoi. Surtout dans les maisons, les apparts et tout. Je sais pas si ça vous le fait, mais chaque fois que je recherche un appartement et tout, c'est vraiment. Il y a vraiment un feeling. Genre, c'est pas forcément la beauté du lieu et tout, c'est tu rentres dedans, tu sais. Genre, ça va le faire, tu vois. Bah, moi, dis-toi que là, si tu veux qu'on parle là-dessus, moi, je vais louer mon premier appart là, actuellement. Là, ça commence bientôt là. Bah, sache que, mec, c'est l'appart dans lequel j'ai vécu avec mon ex-copine il y a 3 ans. En fait, qui était proprio. Du coup, bah, on s'est revu 3 ans après la rupture et ça se passe très bien. Et par ailleurs, elle m'a dit, bah, je le mets en location. J'ai dit, bah, écoute, moi j'ai kiffé, il est trop bien placé, je me suis senti bien dedans, donc je te le loue direct. En fait, à l'époque, on vivait ensemble, tu vois. C'est incroyable, mec. Et du coup, maintenant, bah, ça va être juste mon chez moi, parce qu'elle est plus là, tu vois, du coup. Mais du coup, moi, je suis trop heureux. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu ce truc-là de regarder des apparts et tout. Puis je voyais, je voyais juste des murs blancs vides et j'ai rien de rien. Et t'es pas en mode ça va te remémorer des trucs? Ah non, du tout. Parce qu'en vrai, mec, c'est un truc qui date de fou, tu vois. Okay. Là, on se sent très bien et de toute façon, il n'y a plus d'histoire, tu vois. Et puis, mec, je sais que j'étais bien là-dedans, tu vois. En fait, au-delà de l'aspect émotionnel, mec, c'est vraiment le triangle 10 minutes de chez mes parents, 10 minutes du bureau, 10 minutes du boulot, 2 lignes de tram. J'ai une gare SNCF, mais c'est à 50 mètres de chez moi. Place de parking, fibre. Enfin, mec, c'est une compile de tout ce que tu peux avoir dans un appart. Ouais, ok. Putain, c'est ouf. Mais pour un prix qui est pas exorbitant en plus. Donc, puis, mec, louer un appart à quelqu'un que tu connais, c'est tellement agréable. Ah oui, c'est sûr. Je pense que ça peut être des bons plans comme les pires plans en même temps. Ah ouais, ça dépend. Ça dépend qui, c'est comme d'hab, ça dépend qui. Bah, c'est comme quand tu vas au débat, travailler en famille. Moi, j'ai un exemple de famille où clairement, faut pas. C'est parti en cacahuète, faut pas du tout, les gars. Enfin, moi, je vous le dis. Je pense que ce podcast va s'appeler La vie. Putain. Parce que j'ai pas de thématique du tout. Enfin, si, j'en ai une, mais j'arrive pas à y aller. La posème de life. La vie me dit non, on n'y va pas. Après, en vrai, c'est pas si mal un peu freestyle aussi. Ça permet de sortir les sentiers battus. Ah bah là, les sentiers, il y a un peu de sentier. Là, on va dans la forêt, on débroussaille avec la machette là. Mais comment on fait avec les retraites là? Parlons-en. Bon, moi, je sais pas, j'ai principe que j'en avais pas. Moi, là, mais mec, mais je pense que tout jeune doit se dire je n'ai pas de retraite à l'heure actuelle. C'est que j'en parlais avec un pote. Il me disait, si tu veux, un jour, imaginons, être millionnaire, enfin avoir au moins le million, dans une vie de salarié standard, oui, c'est aberrant. Il te faut 40 ans de salariat pour avoir le million. Cumulé, tu vois, sur tous tes salaires. Si tu ne dépenses rien. Si tu veux vraiment avancer, concrétiser des projets, être libre, machin, le salariat, c'est pas la bonne option, quoi. Ouais. Oui, tu gagnes le confort, mais... Bah, c'est quelle vie tu veux mener, hein, après. Mais après, il y a aussi un truc où, là, de nos jours, donc vous savez vraiment tous d'être indépendants et tout. C'est tellement pas fait pour tout le monde. Ah non, mais c'est ultra tellement dur. Faut arrêter ce truc-là. Hein. Ah non, et puis entrepreneur, c'est pas un métier entrepreneur. C'est que tu fais 15 métiers dans ton métier d'entrepreneur. Ouais, exactement. Et puis, c'est des trucs qu'on t'apprend pas. Quand t'es au lycée, tous ces trucs que tu dois apprendre. Les déclarations, tous ces trucs-là. Mais il y a des tas de choses. Vraiment, il y a des tas de choses. Mais sur le côté, créer son entreprise et tout, être indépendant, je trouve que c'est un truc qu'on nous conseille vraiment beaucoup de nos jours, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. Et je pense qu'il faut doser ça. Les mecs qui te font des formations pour être monteur, là. Mec, j'en ai marre. Putain, on a les mêmes. Si on va dire, un bande d'escrocs, vous êtes juste là à vendre du rêve alors que ça sera pas du tout ça, quoi. Mais s'ils font une formation, c'est que déjà, ils gagnent pas assez d'argent pour pouvoir... Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais en vrai, c'est aberrant. En vrai, les formations, là, ça leur sert de thunes. Et d'ailleurs, sur le montage et cadrage, je le dis, hein, vraiment, il n'y a pas de formation à avoir. Ah bah non. T'as YouTube. Bah, genre, ça me nique, hein, si un jour je veux faire une formation, je suis mort. Mais YouTube, t'apprends tout. Si t'es vraiment passionné et que tu kiffes ça, tu vas sur YouTube et tu apprends tout. En fait, c'est l'expérimentation. Voilà, c'est ça. Tu expérimentes, tu vas sur YouTube, tuto pour faire ça. Puis on est dans un milieu, on apprend constamment. Et constamment. T'as pas de fin. Moi, c'est ça que je kiffe dans ce milieu-là. Ouais. C'est qu'on n'a pas de fin à la création. Le montage, tu peux faire tellement de choses. Tu peux filmer n'importe comment. Enfin, tu peux avoir des micros en 32 bits. T'imagines l'enregistrement du son. Et t'as appris des trucs, toi, en bossant avec Ludoc? De fou.
En peu de temps, très peu de temps. Déjà être organisé dans les projets, tu vois, juste avoir les dossiers, projets, rush, ressources, tout ça. J'ai appris de ouf. Depuis que je le connais, laisse tomber. Moi, c'est pareil, c'est... Mais même à quel point que des fois, je te jure que grâce ou à cause de toi, je ne sais pas, j'engueule des gens Prumdog. Parce que quand je vois, t'arrives sur un bureau et tout est rempli avec des images, des noms pas possibles. Putain, mais ça m'angoisse. Ah non, mais horrible. Vraiment. Les dossiers de projet, je suis en mode, mais les gars, même les projets, dans ton chutier, t'as 15 fichiers différents, c'est pas à quoi ils servent avec des noms de merde et tout. Ah non, ça va pas. Ça Et d'autant on en a déjà parlé en ouais, plus. ouais. Mais Et c'est pire quand tu bosses en équipe. Parce que tout seul, à la limite, t'as ta logique. À plusieurs, c'est pas du tout intuitif, quoi. Avec le doc, tu faisais quoi concrètement? Moi, je l'aidais à monter. Donc, souvent, c'était les réels et TikTok. Par exemple, il y a une grosse vidéo aussi sur le setup, etc. Je l'aidais aussi à cadrer sur certains projets. J'ai beaucoup appris avec lui, moi, au tout début. Parce que c'est, pour moi, Ludoc, c'est la définition du tu vas faire un truc qualitatif et vite. Et moi, c'est ce que je kiffais avec lui. Le studio Bagel à l'ancienne, bon, c'était la rêve de tout le monde. Et c'était des réals qui faisaient hyper propre pour l'époque. Et ils avaient pas beaucoup de budget en réalité. Et genre, moi, c'est tout ce que je kiffe. C'est ne pas avoir forcément beaucoup de budget, arriver à proposer quelque chose de cool. Moi, vraiment, le truc que je retiens le plus, c'est vraiment de cadrer tes projets, quoi. Moi, vraiment, c'était une catastrophe avant. Les rushs, tout était mélangé. Je faisais pas des rushs. Mais même la timeline, tu vois. La timeline, je faisais un peu n'importe comment. Je foutais un rush au-dessus. Maintenant, c'est tout carré. J'ai mes rushs de voix. Ça peut être hyper basique pour des gens qui ont appris déjà comme ça dès le début. Mais moi, j'ai pas appris comme ça dès le début. Maintenant, c'est tout propre, tout clean. Ouais, et puis c'est aussi un temps que t'as la sensation de perdre au début. Exactement. Et très vite, bah, tu gagnes un temps fou à la fin. Quoi. Exactement. Et tu faisais quoi avec Natou? En gros, je réalise, entre guillemets, ces vidéos. Enfin, je cadre et je monte. Je sais pas si on peut dire réaliser, parce que c'est souvent des vlogs globalement que je fais où c'est pas de la réalisation genre cinématographique, y a pas un script, tout ça. C'est plus des vidéos vlogs, etc. Donc je la suis et après je monte. Donc je filme et je monte. Et moi, un truc qui me rend fou, c'est que le fait d'être dedans, parce qu'on fait à peu près le même job avec. Enfin, moi de mon côté, avec Mafia Carlito, je mettais sur un piédestal les gens qui bossaient avec ce genre de personnes populaires et tout. Et le fait de rentrer dans ce monde-là, je me dis en fait, tout est accessible, tout n'est pas si dingue que ça. Tout est système D. Tu peux vraiment te débrouiller. Genre, quand j'étais au studio avec McFly pour son album là, tu vois, quand tu fais de la musique chez toi, tu répètes 15 fois les mêmes prises. Tu prends la phrase qu'il faut, tu répètes, machin. Et en fait, en studio avec lui, dans un studio pro, hein, je suis allé en Belgique, à ICP, dans des trucs, dans des gros studios. Hein. C'est la même chose. En pire. C'est du détail, il répète 15 fois la même chose et tu fais, mais c'est ce que je faisais déjà en fait chez moi. Et comme tu répètes 15 fois, t'as l'impression de pas être pro, alors qu'en réalité, tout le monde fait la même chose, tout le monde passe par les mêmes galères. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois, tu vois, j'étais sur Instagram et on vient de sortir un documentaire sur Marseille ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Et il y a un mec sur Instagram qui me DM et qui me fait, mec, putain, comment tu peux avoir un son aussi propre, même quand t'es pas à côté, quand les gars partent en courant, machin et tout, comment tu fais pour toujours être sur le qui-vive, pour choper l'instant, toujours choper les trucs intéressants et tout. Enfin, ça m'a trop fait rire que quelqu'un me demande, parce que moi je demandais aux gens avant, tu vois, en mode, je suis trop curieux de savoir comment ça se fait, je suis trop admiratif du travail qui a été fait. Le fait de prendre conscience qu'en fait, attends, c'est à moi qu'on me demande ça, alors que moi j'ai pas les infos, tu vois, je suis en mode, je système D, je me débrouille, machin. Je suis un enculé qui court partout, j'ai une caméra avec 2 HF, des câbles partout, je suis comme ça en train de transpirer, ouais, mais voilà, t'inquiète, mec. J'ai pas de solution miracle, tu vois. Je fais de mon mieux, j'essaie de trifouiller des choses et ça fonctionne plus ou moins bien suivant les jours, quoi. Et ça m'a trop fait plaisir, tu vois, qu'on vienne me poser une question pour un truc auquel moi j'étais admiratif quelques années avant. Ouais, de base. Et toujours d'ailleurs, tu vois, je suis toujours admiratif d'autres personnes. Non, en vrai, je pense que plus particulièrement YouTube, faut juste savoir s'adapter très vite. Oui, mais ça, je pense, et de YouTube, mais même en vrai pour les cinémas et tout, mais parce que YouTube, quand même, et je pense qu'on est d'accord tous les deux, il y a quand même un truc de ça doit vite être envoyé, les projets. C'est des deadlines impossibles à tenir. Bah, tu te débrouilles le plus possible. Voilà, faut être débrouillard, je pense. Voilà. C'est surtout ça. Et justement, alors, ça, je pense que j'ai peut-être en choqué. Wow. Non, mais pour moi, l'école ne t'apprend pas trop à être débrouillard. C'est là où t'apprends vraiment sur le tas. C'est qu'à l'école, tout doit être carré. Et je le vois, je vais faire une généralité horrible, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais souvent, les gens qui ont fait des écoles et qui ont rien fait d'autre sont très. On met le clap. S'il n'y a pas le clap, c'est qu'on peut pas faire notre prise. Je pense que c'est ce que t'apprends, justement, le fait d'apprendre tout seul. Bah, c'est que quand t'es dans la merde, tu dois trouver une solution, t'as pas le choix. Mais je sais même pas si c'est un truc qui s'apprend. Est-ce que c'est pas un truc naturel, tu vois? Des débrouillards, bah si, c'est avoir de l'instinct, de la déterre. Enfin oui, ça. Tu peux le développer forcément, mais je veux dire. Moi, je l'ai développé, je pense. Avant, par exemple, sur des projets, je travaillais dans une boîte de prod, donc du coup, c'était des projets pas du tout côté YouTube, mais par exemple avec Lacoste, où je sais pas, il manque un micro, je vais être en panique. Ouais. En mode là, on va pas pouvoir le faire. Ouais. Non, mais gars, il y a toujours des solutions. Oui. Et pire truc qui m'est arrivé, je me suis retrouvé à filmer un mariage, le classique quand tu commences là-dedans. Non, j'en ai jamais fait, moi.
Ah ouais? Jamais. Pourtant, c'est un classique, le mariage des photos, quoi. Bon, bah, j'étais à un mariage. C'est un endroit qui était vers, je crois, Grenoble, mais pas Grenoble même, une petite ville à côté. J'arrive la veille. Trop bien, je suis bien et tout, à l'aise. Je me dis, bah, trop bien, je commence demain, mais j'arrive, j'ai dit à l'hôtel, je suis trop bien, franchement, hyper bien accueilli et tout. Et le lendemain matin, ça commence à 11h. Je me réveille à 9h, je fais un peu de check de mon matos, j'ai pas de batterie. Aucune. Oh, l'angoisse. J'ai mes 2 Canon, tout prêt. Tout beau. Bichonné, lentille nettoyée, capteur clean. Mais mes batteries sont encore à charger au studio. Genre là où j'étais, donc à Montpellier. Vraiment le stress de ma vie. Je déteste moi ça. Hein. Ouais, genre, personne aime. Enfin, personne aime. Ouais, vraiment. Mais là, je me dis, c'est mariage en plus. T'es un peu en mode. Je peux pas leur dire. Est-ce qu'on peut décaler de 2 heures? Exactement. Ça fait 1 an que t'attends, mais on est plus à 2 heures près. C'était soit ça, soit genre je filme à l'iPhone, genre. Si j'avais eu cette merde quand j'ai commencé, j'aurais abandonné. Ouais. Et là, la première boîte dans laquelle j'ai travaillé, ça m'a vraiment appris ce côté-là en mode non, quoi qu'il arrive, t'as toujours des solutions. J'ai cherché photographe sur internet, j'ai appelé des photographes, des vidéastes, tous les gens de Grenoble que je pouvais. Donc j'ai laissé des messages à tout le monde, vraiment tout le monde. J'appelle le seul truc de location de matériel photo qui est dispo, je les appelle, je leur dis c'est la merde, j'ai pas de batterie. Ils me disent non, on loue pas juste la batterie, on loue mais avec un Canon pack, en plus, avec un appareil, tu vois. En vrai, moi j'étais en mode je m'en bats les couilles de combien ça va me coûter. En fait, à l'heure actuelle, c'est ma faute. Il faut que je trouve juste une solution. Pendant que je suis en train de faire toutes ces recherches, je prends le taxi qui va à Grenoble. Je me dis de toute façon, la solution elle est pas là dans le masse. Pas dans ta campagne, ouais, c'est sûr. Impossible, tu vois. Et en fait, j'arrive à Grenoble, je loue au final le Canon du truc de location, quoi. Ouais, avec toutes les batteries. Avec une batterie. En même temps, pendant que j'y vais, il y a un mec qui m'appelle, que j'avais appelé, il me dit ouais, j'ai plein de batteries de Canon, mais je suis vraiment pas sûr qu'elles marchent. J'étais sur le point de les jeter. Si tu veux, je peux te les donner. Genre, si tu viens à cette adresse-là, je prends le taxi, donc je vais chercher le Canon, j'ai une batterie. Je me dis ok, il faut que j'aille chercher un câble USB-C long parce que j'avais une batterie externe. Ouais, une batterie externe pour la maintenir, tu vois. Donc je vais acheter un câble long. Et après je dis au taxi s'il vous plaît, gardez-moi encore. On va juste à un endroit précis, je lui donne l'adresse, il y a le pélo qui m'attend avec genre 6 batteries de Canon, mec. Le mec il m'attend, je lui dis oh merci beaucoup, j'ouvre la porte, je prends les batteries, tu casses direct. Je cours au mariage. Le mec, c'est une perle le gars, il me donne un inconnu, il va donner 6 batteries comme ça. Il m'a sauvé la vie. J'ai fait le mariage, le mec était trop content à la fin. Il y a eu une solution, quoi. Mais après, c'est pareil, tu vois. Genre, on avait fait un tournage ici dans ce studio. Il y avait 2 vidéos qui étaient tournées. Et comme un gros connard, j'ai formaté la carte. Non. Ah oui, si. Ouais. Non. Et attends, c'est pas n'importe quel plan, c'était le master. C'est le plan large de la vidéo. C'est le plus important, quoi. Vraiment, en plus, une vidéo de la chaîne principale, tu vois. Je suis en mode, putain. En plus, c'était mon concept que j'avais inventé. S'il y avait une vidéo à pas oublier, c'était celle-là, quoi. Non, mais ce qui est terrible, c'est que sur cette cam master, c'était la seule fois qu'on tournait dans le studio derrière, pas dans celui-là. Et donc, tous les micros HF étaient connectés à ma cam master. Il y avait rien. Il y avait rien de la vidéo. J'avais un plan à perdre. J'avais plus rien. J'avais que un gros plan sans son. Un gros plan sur le teco. Je suis en nul. Et j'étais en mode, putain, gros stress énorme, là. J'ai formaté la carte, j'ai plus de données. J'ai plus rien. Gros stress énorme. Et bah, du coup, là, j'ai trouvé des solutions, j'ai payé. Je me dis, j'en m'en fous. Je prends des robots, des trucs de récupération de données et tout. Je m'en fous. J'en ai payé 3 ou 4. Ça m'a coûté une couille. Mais c'est là que j'ai appris que, en fait, quand tu formates, tu n'écrases pas les données, en fait. Non, tu permets la relecture. Ça, tu donnes l'opportunité à l'appareil d'écrire par-dessus. On a retrouvé un plan qui datait d'il y a 2 ans, genre. Oui. Un plan, on avait fait une vidéo sur l'équitation. Et mec, le plan, il est revenu. Incroyable. Ça, c'est une dinguerie parce que tu te dis, tu fais des petites vidéos un peu. Ouais. Tu supprimes. Je suis tranquille. Quelqu'un prend ta carte. Le bon coin, hop. Ouais, c'est une dinguerie en vrai. Ah ouais. Oui. Donc ouais. Et j'ai réussi à récupérer toutes les données. Bah. Mais ça m'a valu 200, 300. Bien plus. Parce qu'en fait, c'est pas il a acheté un, il a acheté tous les softs pour tester. J'en ai pour 450 ou 500 balles de soft. Ouais. Mais après, mec, moi je trouve qu'un master d'une vidéo YouTube des gars, ça vaut 400 balles. Hein. Ouais, non, mais c'était pour là. En plus, c'était mon concept, tu vois, c'était première collab et tout. Enfin, genre, il y a un truc. Mais franchement, en vrai, c'est cool parce que bon message quand même de dire que tu peux quand même récupérer des données, même quand c'est la de merde que je pense à formater. J'ai une question inversée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un projet pour un client, mais vous le finissez jamais, mais vous avez été payé? Ça t'est déjà arrivé? Oh, ça m'est déjà arrivé. Incroyable. Oh, je te jure, ça m'est arrivé une fois. Et c'est tellement bizarre que j'ai eu peur que la cliente soit morte. C'est horrible. Je te jure. C'est quoi? C'était moi un shooting dans une famille. C'était vraiment un truc de vacances en famille, tu vois, tu vas à la plage et tout. Et c'était
J'ai fait une fois ce genre de prestation où j'étais vraiment en immersion dans la famille et je prenais en photo des moments de vie. Stylé. C'était trop J'aime stylé. même pas que c'était possible. Ah non, mais moi non plus. Et Incroyable. c'était trop stylé, c'est trop cool. Et du coup, tu rencontres les gamins, les machins, tu discutes avec les parents, c'est hyper intéressant. En plus, c'était une belle baraque et tout. Et j'envoie les photos, les prototypes. Donc j'envoie avec un gros spécimen, tu vois, dessus pour pas qu'elle parte avec les Elle photos. les a gardés, elle les a encadrés comme ça. Avec le tag. Non, mais je lui ai demandé son tri de photos. Elle m'a jamais redonné la liste des photos sélectionnées. Et elle a toujours eu les prototypes avec marqué spécimen dessus, en gros. Ça, c'est une dinguerie. Et elle m'a payé et je l'ai relancé, pour être honnête, tu vois. Parce que les photos, j'ai le shooting. Tu les as de toute façon. Je les ai. Puis moi, en vrai, ça me frustre, ces mecs qui étaient au bout des choses, tu vois. En fait, bah tiens, prends tes photos Et clean, quoi, tu vois. mais du coup, elle m'a jamais répondu, j'ai jamais pu renvoyer les photos finales. Tu les as encore? Je les ai encore, ouais. J'ai exactement la même chose. Enfin, d'une entreprise que je filmais. Et qui t'ont payé aussi alors que t'es pas fini. Je filmais en gros une entreprise dans le sud où ils construisaient plein de choses, etc. Donc je filmais, il y avait même des interviews, etc. Et j'ai les plans. J'ai pas été payé la totalité du projet parce que je n'ai pas fait le montage, mais j'ai encore les plans et tout, et j'ai été payé une bonne partie déjà. Et j'ai demandé des nouvelles récemment, j'ai pas de news. J'avais déjà relancé il y a un an, j'ai relancé là, rien. Je vais envoyer un dossier là. C'est quoi le pire entre être payé pour une presta où personne voit les images, ou alors être payé pour une presta et ne pas être marqué au générique? T'es là en mode, je sais pourquoi j'ai bossé. Ça fait 2 ans que j'en parle à personne parce que j'ai pas le droit d'en parler. Je sais que j'ai été missionné pour un job en particulier. T'attends que le projet sorte et quand il sort, t'attends tous les épisodes de la série et il y a aucun, tu vois, ton blaze. Et le pire là-dedans, c'est pas que ton nom n'apparaisse pas en générique. À la limite, personne lit le générique, on s'en tape, tu vois. Mais c'est plus en termes de crédibilité. Tu te dis aux gens, bah j'ai bossé sur ce docu et personne te croit, tu vois. Ouais. Et t'es en mode, oui, mais c'est pour flex et tout. Mais non, vraiment pas, quoi. Ah, c'est hyper frustrant, quoi. Et là, le fait de bosser avec Ludoc, Natou, est-ce que t'as des pistes pour d'autres trucs? C'est quoi les projets pour après? Là, t'as un docu qui va sortir dans plusieurs mois, je te mets pas de pression. Avec ton voyage, mais même perso, en projet perso, c'est quoi la suite là? C'est trop dur à dire. Moi, j'aimerais trop faire plus de trucs pour moi parce que ça m'a manqué. C'est pour ça que j'ai fait le voyage et que je me suis filmé et tout. Parce que c'est un truc que j'ai toujours kiffé faire. Mais je sais, j'ai pas d'idée précise. Genre, j'ai pas envie de faire un truc précis. J'ai envie de faire plein de trucs, des trucs qui me font kiffer. Là, il y avait ce projet de voyage et je l'ai fait et je suis trop content de pouvoir le partager. En plus, c'est un souvenir pour moi, tu vois, de base. Genre, je me dis, putain, je vais avoir un souvenir de mon voyage, ça c'est incroyable en vrai quand tu regardes ça plus tard et tout. Ouais. Et de le partager, forcément, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, en mode, peut-être que ça va motiver des gens à le faire, etc. Ça c'est trop cool. Et après, en projet pro, avec YouTube ou à côté, je travaille en vrai régulièrement avec une prod, donc l'ancienne prod dans laquelle j'étais à Montpellier, qui s'appelle OK Studio, qui est incroyable, et je bosse toujours avec eux, donc plus pour les marques, côté Lacoste, Red Bull, BNP Paribas, plein de trucs comme ça qui sont des projets trop cool. Et à côté, j'ai YouTube. C'est pas plus fun parce que c'est trop bien de bosser pour Lacoste et tout, mais c'est plus de l'interne, donc c'est très, c'est beaucoup interview, trucs comme ça, donc c'est trop bien en fait. J'aime bien l'aspect des deux, tu vois, et puis pouvoir diversifier. Des gens, t'apprends des choses et tout, en vrai, c'est stimulant. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, ce que je veux faire, c'est plein de trucs différents. Le couteau suisse. Ouais, mais vraiment, c'est horrible, mais c'est vrai. Mais on est pareil, vraiment, on est pareil dans le couteau suisse de Moi, ça, je sais pas toi, on a parlé tout à l'heure de comment décrire son taf, mais c'est hyper dur, je dire. Bah, je dis pas que je suis photographe, parce que tu sais que t'as ta micro-entreprise, t'es aussi vidéaste, mais tu fais du montage, et puis tu t'intéresses à ça, puis tu ambitionnes ça, puis tu fais un peu de graphisme. Moi, je sais jamais quoi dire, je dis cadreur, monteur en général. Moi, des fois, je dis, bah écoute, je bosse dans l'audiovisuel. Moi, je dis, je suis là. Ouais. En vrai, franchement, l'audiovisuel, mec, pour moi, c'est le meilleur moyen de décrire l'univers dans lequel je suis, tu vois. Mais après, en fait, le problème, c'est quand tu dis audiovisuel, c'est ah, mais quoi? Ouais. Et là, du coup, t'es obligé de rentrer dans les détails et tout. Mais tu sais qu'en vrai, les gars, quand il y a des gens qui viennent et tout, ils présentent l'équipe à chaque fois, genre, voici la directrice de prod, voici mon agent et tout. À chaque fois qu'ils me voient, moi, ils sont en mode, lui, il est là. Il est là. Et je te jure, à chaque fois, ils font, lui, il est là. C'est trop drôle. Je fais tellement multidisciplinaire qu'en fait, c'est compliqué de mettre une casquette, quoi. Pour moi, c'est le truc le mieux qu'on ait, enfin, la meilleure chose qu'on ait, c'est de pouvoir faire plein de choses différentes. Genre vraiment, Red Bull, je filme du breakdance en live. Lacoste, c'est des interviews illustrées souvent. Et YouTube, c'est des trucs fun comme le Pétanque Explorer et tout. Je connais. Donc, what the fuck, tu vois. Vous étiez croisés du coup? On s'est croisés. On se croise sur des projets, c'est hilarant. C'était très drôle. Et c'est ça que moi je kiffe avec l'audiovisuel, même pas que le web, mais l'audiovisuel en général, c'est tous les projets qui ont pas de sens entre eux. Ouais, et moi, il y a un truc que j'adore, c'est qu'à chaque fois, tu peux accéder à des choses où tu peux pas accéder en tant que public. Tu vas dans des couloirs de musées que les gens peuvent pas emprunter. Tu vis toujours des choses un peu hors normes. C'est un peu cette vie de richesse, mais c'est pas monétaire. C'est juste d'expérience en fait. Mais c'est clair. En plus, si tu te vends bien, tu peux aller dans des festivals, aller filmer et tout. Tu te régales en vrai. C'est trop bien de s'intéresser à tout, de tout faire. Et je pense que j'ai trop besoin constamment de faire des choses différentes. Genre, je peux pas
Rester et faire une seule chose, c'est impossible. Ah ouais, non, c'est impossible. Ouais. Moi, ça me rendrait particulièrement heureux qu'on finisse par le mot couteau suisse. Voilà. Il a vécu 1000 expériences. Motivé par le souhait de développer ses capacités au maximum, découvrez l'émission de la Pause M avec Super Echo.